À la une de l'actualité, la COP21, au lendemain de son intervention à la tribune de la conférence sur le climat, le président Alassane Ouattara salue la mémoire de Charles de Gaulle à Paris. Sa fondation est classée monument historique. Et pour régler une partie de la dette écologique des pays riches envers le continent africain, la France promet 1300 milliards pour les énergies renouvelables. Et ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sur l'autoroute de Grand Bassam pour voir l'état d'avancement des travaux. Bonjour. L'actualité reste toujours dominée par la COP21 à Paris, la 21e conférence sur le climat. La Côte d'Ivoire présente à ce rendez-vous a dressé des stands pour être plus visible. Ces stands ont été visités par le chef de l'État. Abiba Damblé-Sahué, notre envoyé spécial. Du 30 novembre au 11 décembre, l'avenir de la planète se décide à Paris. 150 chefs d'État, à travers leurs déclarations, unissent leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux aux côtés de ses pairs africains. Le président ivoirien s'est engagé à poursuivre les efforts de la Côte d'Ivoire face à la menace que représentent les gaz à effet de serre. Il a réaffirmé lors de sa visite au stand Côte d'Ivoire, situé au pavillon numéro 2. L'Afrique est en force pour marcher vers un monde plus propre, n'est-ce pas, et avec des énergies renouvelables, et surtout avec des financements, n'est-ce pas, pour nous permettre de nous industrialiser à notre tour, mais de ne pas contribuer à la pollution mondiale. Nous faisons très peu d'ailleurs, le continent a une contribution de 3 à 4%. Bien évidemment, les grands pays pollueurs, les 14 grands du G20 font 80% de la pollution mondiale. Et nous voulons qu'il y ait un accord à cette conférence, c'est important. D'abord, ça montrera que le monde est solidaire de la France après ces attentats terribles que donc la France a vécu. Et que nous devons également faire en sorte que cet accord soit contraignant, soit révisable en le renforçant et qu'il y ait des financements au bout pour permettre aux pays en développement, aux pays émergents de pouvoir se développer avec de l'énergie propre. Nous connaissons les conséquences nombreuses chez nous, les pluies diluviennes, un peu de sécheresse ici et là, l'érosion maritime, tous ces fléaux. Nous devons tout faire pour que l'augmentation des températures soit contenue à 1,5–2 degrés au maximum Celsius. Nous sommes optimistes, nous pensons que nous devrions avoir un accord. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et cette proportion pourrait atteindre 36% si un appui financier était obtenu. D'ores et déjà, le président français François Hollande a annoncé ce mardi un plan pour l'Afrique, 2 milliards d'euros pour aider le continent à se lancer dans les énergies renouvelables. Ce financement s'ajoute à la promesse d'un fonds vert d'un montant de 100 milliards de dollars par an. La Côte d'Ivoire compte également porter sa part d'énergie renouvelable dans son mixte électrique à 16% et mettre un coup d'arrêt à la déforestation, s'engageant ainsi à mieux gérer ses forêts et à concrétiser le concept agriculture zéro déforestation. En marge de la COP21, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le Premier ministre français Manuel Valls, qui l'a félicité pour sa brillante réélection. Après la visite des stands et après son intervention à la tribune de la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, le président a visité la fondation Charles de Gaulle. Le chef de l'État a indiqué que venir dans le bureau du général de Gaulle et voir la signature du président Félix Houphouët-Boigny était un moment de grande émotion. Au thème de cette visite, le président a signé le livre d'or de la fondation. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, la France veut donner l'exemple, a indiqué le président Hollande à 12 présidents africains réunis au Bourget en marge de la conférence de Paris sur le climat. C'est pour régler une partie de la dette écologique des pays riches envers le continent africain que la France a décidé hier de mettre sur la table 1300 milliards d'ici à 2020 pour les énergies renouvelables en Afrique.
Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre visite les travaux de finition de l'autoroute du Grand Bassam. La sécurisation des abords, l'aménagement sont, entre autres, les points passés en revue par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné du ministre des Infrastructures, Christelle Melan. Le ministre des Infrastructures économiques, celui en charge du budget, aux côtés du Premier ministre ce 30 novembre sur l'autoroute de Grand Bassam. C'est une visite à 3 temps forts. Les travaux de sécurisation de l'autoroute, l'aménagement du bord de mer et l'installation des conduits d'adduction d'eau potable depuis la station d'eau de Bonoa. Il faut faire vite, des instructions ont été données. Ce sont les travaux de finition de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, dont l'ouverture a été décidée par le président de la République lors de son passage à Grand Bassam. Et il avait indiqué qu'il souhaiterait que les choses soient prêtes de manière à ce que l'inauguration intervienne vers la fin de l'année. À la fois donc pour l'aménagement des abords, disons que le fleurissement, on est tombé d'accord sur le principe à ce niveau, mais nous avons vu aussi le problème donc de l'accès à la mer. En général, les bords de mer, c'est fait pour une promenade, c'est fait pour permettre un délassement de la population, notamment durant le week-end. Donc un travail sera fait dans ce sens. Le problème de la lumière aussi, puisque là aussi, il y a un dossier qui est fait. En tout cas, le ministre Achille Patrick a fait un dossier global. Nous allons discuter donc avec son collègue en charge donc, du budget, de manière à ce que nous puissions donc boucler ce dossier dans les délais qui sont donc convenus. On parle d'autoroute, mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons en parallèle la construction donc, de l'eau, avec les pipes là, qui doivent amener pour disons 80 000 m3 à nouveau d'eau de Bonoa ici. Au total, nous allons avoir 160 000 m3. Les premiers 80 000 m3 ont été faits et le deuxième est en cours actuellement par le bord de mer pour aller encore plus vite. Et tout ça devait être terminé donc, dans les délais indiqués jusqu'à 2017. Lancés en août 2012, les travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam étaient prévus sur 30 mois pour un coût de 62 milliards de francs CFA, dont environ 52 milliards empruntés à l'Exim Bank de Chine. Lors du lancement, le président de la République déclarait, je cite, « C'est un projet important qui devrait permettre d'accélérer l'accès à Grand Bassam, de valoriser les importants potentiels économiques, touristiques et sociaux de la région. » Le Premier ministre qui a ouvert la 5e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment hier, le thème principal est « Faites-le avec l'architecte ». Message essentiel, les architectes ont été invités à s'impliquer dans le projet Habitats sociaux. Sidonie Davila-Waka. 5 ans déjà que le Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat, se positionne comme un passage obligé pour tous les acteurs majeurs du bâtiment. Faites-le avec l'architecte. Le thème de cette année invite à une sensibilisation du grand public à recourir à l'architecte dans tout projet de construction. Faites-le avec l'architecte, loin d'être un slogan, s'inscrit dans la problématique de la qualité, de l'optimisation de l'acte de bâtir et de l'ouvrage pour un mieux vivre de la population. J'entends encore la rengaine, l'architecte est cher. Il n'y a pas un architecte pour riches, pas un architecte pour pauvres, il y a un architecte pour l'ensemble de la société. Et les honoraires d'architecte s'adaptent à toutes les situations. Mais le sujet fait débat. J'ai saisi cette occasion pour inviter les architectes à se rapprocher des populations, car très souvent, ils sont vus comme des professionnels inaccessibles, réservés à une classe sociale supérieure. Cette perception doit être dépassée ou brisée pour que de plus en plus les populations de classe moyenne puissent s'adresser à vous pour tous leurs projets immobiliers et bien sûr le faire avec vous. Je vous invite donc à trouver des mécanismes simples et novateurs en vue de définir des honoraires accessibles pour les maisons ordinaires. Au cœur de cette édition, pour conseiller et orienter, les architectes veulent réussir le pari de réaliser des habitats aux normes économiques et durables, initiative appréciée par le gouvernement. C'est une vitrine importante pour tous les métiers du bâtiment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je disais tantôt, on a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. Et je suis heureux que ce travail avance. Les Ivoiriens ont besoin effectivement de logements,
le déficit de logement en fait est autour de 500 000 logements, 500 000 unités. Donc il faut construire vite et bien, mais à des coûts qui soient des coûts acceptables pour la population, la grande masse de la population. C'est la raison pour laquelle en fait il y a ce débat au niveau des architectes. Je voulais donc encourager nos nationaux. On a vu des nationaux dans le domaine de la menuiserie par exemple faire de belles choses, dans le domaine de la décoration, de manière à ce qu'on ait donc un ensemble de corps qui puissent nous permettre donc d'avoir des bâtiments de tout niveau, de qualité, ici au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Des innovations de taille sont enregistrées, l'ouverture d'une école d'architecture prévue pour ce mois de décembre et l'introduction d'éthique pour permettre une visite du salon via un smartphone par une application. Notre reporter Franck Wadio, lui, revient ici même maintenant sur la nécessité de construire selon les normes architecturales. Est-ce que ces normes sont souvent respectées ici en Côte d'Ivoire? Regardez. Le quartier de la Riviera Palmeraie, au loin des habitations, une sensation d'enchevêtrement. Dans ce quartier huppé, on ne construit pas toujours selon les règles de l'art. Pour certains, on consulte de moins en moins les professionnels qui sont les architectes. Nous sommes sur un continent où il y a plein d'analphabètes, vous comprenez? Donc les gens ne comprennent pas très souvent la nécessité de consulter des professionnels. Je crois que là, maintenant, s'il y a des entreprises en place qui sont dans le domaine de la construction, cela doit faire leur promotion pour que les gens sachent qu'il faut les consulter. Il y a un manque de sensibilisation et d'information. Même si l'on tend à reconnaître l'expertise de ce spécialiste du bâtiment, pour beaucoup l'aspect économique et le manque d'information pèsent dans la balance. Bon, quelque part les architectes sont un peu chers. Et puis compte tenu des terrains aussi qui sont trop dégradés, les gens construisent selon leurs moyens aussi. Il ne faut pas aller prendre un architecte il voit que la maison peut lui coûter au moins 4-5 millions. Mais plus les frais de l'architecte, ça va aller jusqu'à peut-être 10-11 millions. Donc quand il voit ça, il préfère se débrouiller avec son petit maçon du quartier. Le calpinage de façade exécuté de façon fantaisiste, les constructions anarchiques, la question du bâtiment n'est pas que l'affaire de l'État ou des groupes de promotion immobilière. Chacun devrait y mettre du sien. Les sont construits de façon anarchique, dans le désordre. Aujourd'hui, les maisons sont construites, sauf que ça empêche même l'eau de passer. Souvent d'autres construisent de façon anarchique, donc l'eau même crée même sa propre voie. Et ça casse souvent, ça crée souvent des dégâts où on voit des maisons qui sont inondées, voilà, tout ça qui est là. Les architectes ont par ailleurs un pan de solutions retournées à des valeurs plus saines dans la collaboration avec les usagers. Tout le sens de Archibat, débuté le 1er décembre jusqu'au 5 décembre. Autre sujet, autre actualité, le ministère chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes met tout en œuvre pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Après l'opération Agir pour les jeunes, la plateforme de financement des projets exclusivement dédiée au financement de projets orientés vers le secteur formel vient d'être créée. Justine Sey-Djike. La plateforme de financement des projets jeunes existe désormais. Durant 2 jours, les représentants d'organismes publics et privés, de partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement, des autorités locales et d'associations de jeunes se sont attelés à lui donner un contenu portant sur, entre autres, l'orientation et la formation des jeunes entrepreneurs, l'éducation financière et le traitement des risques crédits des projets jeunes, et enfin, le dispositif d'encadrement, de suivi et de pérennisation des projets. C'est une structure qui, selon le ministre Sidi Touré, vise à accélérer l'auto-emploi des jeunes. La création de micro-entreprises par les jeunes couvre des risques à la fois opérationnels et financiers. Alors, il y a lieu de prendre en charge ces risques à travers un dispositif intégré d'accompagnement des jeunes vers l'auto-emploi. Plusieurs institutions de microfinance marquent leur adhésion à cette plateforme. Pour justement financer les projets des jeunes, il fallait passer par les institutions de microfinance. Et nous sommes convaincus que ce mécanisme devrait pouvoir aider les jeunes qui aujourd'hui ont des difficultés pour obtenir un emploi, de pouvoir se prendre en charge en termes d'auto-emploi.
C'est le lieu pour le groupement de jeunes d'inviter leurs membres à saisir cette opportunité qui s'offre à eux. Pour moi, c'est juste interpeller, inviter mes amis jeunes à prendre effectivement ce projet en considération, de vraiment s'impliquer réellement. Et une chose est de proposer des projets, une autre chose est aussi de quand même rembourser, voilà, disons, ce que l'État vous donne comme prêt. La plateforme de financement des projets jeunes prend en compte tout jeune ou groupement de jeunes de nationalité ivoirienne dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans, porteurs de projets et en quête d'un financement. Rappelons qu'environ 4 millions de jeunes sont en attente d'insertion professionnelle durable. En santé, depuis hier, 1er décembre, tout le monde entier marque une pause pour parler sida. Il existe de nombreux traitements contre la maladie, mais aucun ne guérit. Pour le moment, le combat continue sur le plan de la recherche. En Côte d'Ivoire, un programme existe. Les travaux sont souvent pris en compte dans les recommandations de l'OMS. Des images pour en témoigner. Le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Lorsqu'une personne est infectée par ce virus, celui-ci détruit progressivement certaines cellules qui coordonnent l'immunité, c'est-à-dire les défenses de l'organisme contre les microbes. Au fil du temps, le nombre de ces cellules diminue et l'immunité devient de moins en moins efficace. Cela peut favoriser des maladies de plus en plus graves. Certaines de ces maladies sont appelées maladies opportunistes. Lorsqu'une personne a une ou plusieurs maladies de ce type, on dit qu'elle a le sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Près de 30 années écoulées, 42 millions de personnes touchées dans le monde, plus de 3 millions de décès en 2002. Face à ce triste bilan, le monde continue de se mobiliser. La Côte d'Ivoire mène ce combat contre le sida depuis plusieurs années. Le dépistage constitue un volet important. Le ministère a institué l'approche de tester. Dès qu'on dépiste quelqu'un qui est positif, on le traite en même temps, sans attendre. Et ce tester est mis en place pour un certain nombre de groupes de population, à commencer par les femmes enceintes, les personnes qui font partie des groupes à haut risque, les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des utilisateurs de drogue. Mais dans notre cas, il y a d'autres populations qu'il faut prendre en compte, comme les migrants. Autant dire qu'aucune couche n'a été délaissée. Et toujours selon le Programme national de lutte contre le sida, depuis 2012, 9 millions de contacts individuels ont été établis pour la sensibilisation. Pour les années à venir, les perspectives sont bonnes. On n'a pas encore de médicaments qui guérissent définitivement, mais quand même, on a des médicaments qui sont très efficaces. Et c'est sur cet élément que nous mettons l'accent maintenant. Quand cette personne respecte le traitement très rapidement, devient non infectant, c'est-à-dire ne peut plus transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Donc ça nous permet de casser la chaîne de transmission et d'évolution du VIH. Contre la maladie, l'État de Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses partenaires internationaux, est à la tâche dans l'attente d'un vaccin. D'ici là, toute la sagesse humaine repose sur ces deux mots, attendre et espérer. Et dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, l'ONG Alliance Côte d'Ivoire a lancé ses activités. Regardez. Commune de Trècheville, un village communautaire créé pour la sensibilisation sur le VIH-Sida. Palais de la Culture, le Grand Marché et la gare de Bassam investis. Au menu, des séances de dépistage gratuites. Cette action est l'œuvre d'Alliance Côte d'Ivoire, une ONG qui œuvre dans le domaine de la prévention du VIH. En cette 28e journée mondiale de lutte contre le sida, elle apporte ainsi sa contribution pour renforcer la lutte contre le sida en réduisant la transmission mère-enfant.
Les communautés et organisations de la société civile de lutte contre le sida ont bien accueilli les actions menées par cette ONG. Une marche blanche, une marche avec des bougies s'est effectuée de l'hôpital du Pont au Palais de la Culture en commémoration des personnes décédées du VIH-Sida. Pour lutter également contre le VIH, 1641 infirmiers et sages-femmes en instance d'affectation renforcent leurs capacités et compétences. Au centre de cette formation de 5 jours, les notions essentielles sur l'infection à VIH, le traitement ARV et la gestion des activités de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Abou Sanogo. 1641 infirmiers et sages-femmes en instance d'affectation renforcent leurs capacités et compétences par rapport à la délégation des tâches des activités VIH. Il s'agit d'une mise à niveau dans les 3 premiers axes de cette formation que sont les notions importantes sur l'infection à VIH, notamment les soins et soutiens aux personnes vivant avec le VIH, la gestion des activités de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Cette délégation des tâches vient à juste titre, dans la mesure où désormais certaines tâches dans la prise en charge des malades atteints de VIH-Sida seront déléguées aux infirmiers, aux sages-femmes, de telle sorte qu'en absence des médecins et de certains biologistes, les infirmiers et les sages-femmes puissent prendre ces malades en charge. La délégation des tâches de soutien et traitement de l'infection à VIH est faisable en Côte d'Ivoire. Elle permet de rendre le traitement ARV accessible pour tous. À l'issue de cette formation, ces infirmiers et sages-femmes en instance d'affectation seront soumis à un post-test pour apprécier l'acquisition des nouvelles connaissances et par ailleurs l'acquisition des compétences et le changement d'attitude. De cette formation, je peux retenir qu'elle est tombée à point parce qu'elle permettra à l'agent de santé de donner un meilleur rendement de lui-même sur le terrain, de pouvoir bien cerner tout ce qui est traitement ARV, de pouvoir aussi améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Cette formation a été rendue possible grâce au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à travers l'Institut national de formation des agents de santé avec l'appui et le soutien financier de l'USAID PEPFAR. Et toujours dans le cadre de la lutte, les enfants orphelins vulnérables au centre des préoccupations du Rotaract Club d'Abidjan-Cocody qui a célébré ses 25 ans d'existence, événement marqué par une collecte de fonds pour une meilleure prise en charge des OEV. Nous Sangaré et Franck Quadio pour plus de détails. Les OEV, enfants rendus orphelins ou vulnérables du fait du VIH-Sida, sont les enfants dont les parents sont infectés et qui peuvent ou non être également infectés. Le taux de prévalence de la Côte d'Ivoire, bien que passé de 4,7% à 2,7% en 2014, fait du pays l'un des plus affectés de la sous-région. 4 000 enfants OEV sont suivis et seulement 2 000 bénéficient d'une prise en charge. Une situation jugée alarmante. Le Rotaract Club d'Abidjan-Cocody veut réagir. Pour les festivités marquant les 25 ans de ce club évoluant dans l'humanitaire, un dîner gala de bienfaisance est initié à l'intention de ces enfants orphelins et vulnérables du fait du VIH-Sida. Investir dans un enfant, c'est investir dans l'avenir. Ces enfants orphelins et vulnérables du VIH-Sida sont des enfants qui sont le plus souvent délaissés parce qu'ils ont le virus, ils sont abandonnés. C'était un cri de cœur qu'on a entendu, on a voulu répondre à ce cri de cœur en les aidant, pour certains à aller à l'école, pour certains à avoir de quoi manger, pour certains aussi avoir des activités régénératives de revenus afin d'être indépendants. Cette fête anniversaire qui s'est tenue sur 3 jours a été aussi l'occasion pour les Rotariens d'Abidjan-Cocody de faire le bilan de leurs 25 années d'existence au service de la communauté et de réfléchir sur les perspectives. Pour rappel, le Rotaract est un programme du Rotary International et regroupe les groupes élites de 18 à 30 ans. Son but, former dans un cadre d'amitié et de service aux valeurs de leadership, de l'entente et du service. La Côte d'Ivoire compte 15 clubs Rotaract.
L'actualité, c'est aussi la ville d'Abidjan qui accueille en ce moment un séminaire international sur la gestion technique de la copie privée. Cette redevance instaurée pour renforcer la perception des droits d'auteur et mieux contrôler la propriété intellectuelle et artistique n'est appliquée que dans 2 pays africains, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs basée en France sensibilise les dirigeants africains en vue de sa mise en œuvre effective. Le séminaire réunit 12 pays africains, nous dit Serge Kolia. La rémunération pour copie privée est une redevance appliquée sur tous les supports, analogiques ou numériques, susceptibles de contenir de la musique, des vidéos, des textes ou des images. Elle est payée au moment de l'achat par l'importateur ou le fabricant sur les CD, DVD, clés USB, disques durs, tablettes ou autoradio. Cette rémunération permet aux artistes, aux auteurs et aux créateurs de survivre. Très peu de pays dans le monde qui ont introduit ce système. Et donc nous, on travaille pour que la rémunération soit présente dans tous les pays. Ce prélèvement contenu dans une loi appelée « Loi sur la copie privée » n'est pas encore appliqué en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays africains. Cette rémunération est prévue pour être perçue et reversée aux titulaires de droits pour compenser leur manque à gagner. Malheureusement, depuis 19 ans, cette rémunération n'est pas perçue. Et donc, ils subissent ce manque à gagner. Et c'est ce qui explique un peu aussi la paupérisation du monde de la culture ici en Côte d'Ivoire. Pour le moment, en Afrique, nous n'avions que 2 pays, à savoir le Burkina Faso et l'Algérie, qui gèrent la rémunération pour copie privée. Et cette rémunération représente au niveau de ces 2 pays 60% des recettes à elle seule. Ce séminaire de formation sur la gestion technique de la copie privée est l'occasion de faire l'état des lieux sur la question. Un avant-projet de loi a été adopté par le gouvernement et qui est sur la table des députés. Et je pense que dans le premier trimestre 2016, cette loi sera adoptée au bénéfice des créateurs. En attendant l'application de la loi sur la copie privée en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays africains, le CISAG, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, forme les agents des maisons du droit d'auteur. 3 jours durant, 12 pays africains participeront à ce séminaire qui vise à la mise en œuvre et à la perception des taxes liées à la copie privée. On part à Odiéné où 55 sapeurs-pompiers civils sont déployés sur place. Ils vont apporter assistance et secours aux populations de la région du Kabadougou en cas de sinistre. Konaté Moussa. Odiéné, chef-lieu de région du Kabadougou. Ici, les populations rencontrent des difficultés pour faire face à certains drames. En cas d'accident de la circulation, d'incendie ou de feu de brousse, elles sont livrées à elles-mêmes. Quand il y a feu comme ça, il n'y a pas sapeur-pompier. Nous, on crie l'eau, 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 l'eau. Bon, d'ici, souvent, l'eau vient, ça a déjà gâté. Quand il y a un incendie, en ville, on est obligé de faire recours aux femmes qui envoient, selon leurs moyens, chacune envoie peut-être un seau d'eau, bien bon, c'est l'eau qu'on trouve à portée de main, c'est ce qu'on apporte. Ça ne peut pas résoudre le problème, parce que si le feu est assez violent, c'est difficile de maîtriser. Bientôt, c'est l'harmattan, donc il y a les feux de brousse qui ravagent les plantations des gens. Un cri de cœur entendu. 55 sapeurs-pompiers civils sont affectés dans la ville. Dans leur mission de prévention et de gestion des cas de sinistres, les sapeurs-pompiers civils d'Odiéné forment les populations sur les notions de base en cas de drame, notamment sur l'utilisation de l'extincteur. Dans notre métier, il y a un souci de prévention. Et donc, c'est dans ce cadre de prévention qu'on appelle tout et chacun, non seulement à observer les règles de sécurité pour éviter les incendies, mais aussi avoir un extincteur chez eux. Avant notre arrivée, l'extincteur est vraiment nécessaire pour éteindre le feu. Cette formation en faveur des populations est une initiative du Conseil régional du Kabadougou. Elle va s'effectuer dans toutes les localités de la région. Et ici à Abidjan, ce reportage s'adresse principalement aux chauffeurs de taxi banalisés et aux minicars appelés communément Baka. Il leur est interdit de passer sur les ponts Félix Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle. Il leur est interdit également de passer au plateau. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. La police nationale veille au respect de cette disposition, nous dit Abou Sanogo. Désormais, il n'est plus question qu'un véhicule de transport en commun, fût-il Baka ou Woro Woro, fasse le transport au-delà de pont Félix Houphouët-Boigny et de Gaulle.
L'exclusivité du passage au-delà de ces deux ponts est uniquement réservée aux bus de la Sotra, selon le préfet de police d'Abidjan. Nous serons très fermes là-dessus. À partir de ce jour jusqu'à nouvel ordre, les contrôles vont s'accentuer et se feront de plus en plus avec beaucoup de rigueur. D'autres tests seront appliqués. Ils concernent l'interdiction de circulation des véhicules avec les vitres teintées. L'interdiction de circulation des véhicules avec des plaques fantaisistes, les véhicules qui circulent avec des vitres teintées, tout cela est interdit. Il faudrait que nos compatriotes, nos concitoyens le sachent et que nous ne fassions pas de défiance à l'autorité. Et les couloirs réservés aux autobus de la Sotra. C'est devenu monnaie courante. Quand on se sent pressé, on emprunte ces couloirs. Mais ce n'est pas normal. Il n'est plus question d'autoriser qui que ce soit à emprunter ces couloirs. De même que l'usage du téléphone au volant. Les usagers sont donc invités au respect du code de la route. Tous ceux qui se mettront en marge de l'application de ce code feront également l'objet de sanctions. Ils se verront retirer les permis de conduire, qui cette fois-ci ne fera pas l'objet de contraventions à payer. Si un tel cas est constaté que le permis est retiré, nous allons demander que ces permis-là soient transmis à la commission de retrait de permis du ministère des Transports. L'opération de contrôle des véhicules de transport en commun qui traversent les ponts Félix Houphouët-Boigny et de Gaulle a permis la saisie de 57 véhicules. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.